Ok, impeccable. C'est parfait, on va pouvoir y aller. Et je vois qu'il y a Mathieu Cambier qui nous a rejoint, donc ça va nous permettre de démarrer avec lui. Donc je m'excuse de ne pas pouvoir être présente sur place. L'idée, c'était de pouvoir présenter, échanger un petit peu autour de tout ça avec vous tous et toutes. En tout cas, on vous remercie d'être présent pour cette soirée. Et on voulait juste commencer un petit peu par présenter quelques éléments. On va parler un petit peu de définition, de choses qui vont nous permettre de poser le cadre des débats qu'on va pouvoir avoir juste à la suite. Je suis désolée, ça va être un format un petit peu moins ludique que le film que vous venez de voir, en tout cas pour ceux qui sont en présentiel. C'est un petit peu moins sympa d'avoir une présentation PowerPoint comme ça, mais voilà, l'idée c'est que ça ouvre un petit peu les débats qu'on pourra avoir ensemble. Donc, on a choisi de vous parler à la fois des protocoles de coopération et aussi de l'accès direct. Donc, juste pour ceux et celles qui ne sont pas forcément initiés complètement à ces définitions-là, on va reposer un petit peu le cadre. Donc, qu'est-ce qu'un protocole de coopération? En fait, c'est un protocole qui autorise le transfert d'actes ou d'activités de soins entre les professionnels de santé et qui a été défini par la loi HPST en 2009. Les professionnels qui sont concernés, c'est tous les professionnels de la santé publique, les professionnels de santé, pardon, et les objectifs, ça va être de réduire les délais d'accès à une prise en charge, d'optimiser les parcours de soins des patients et d'étendre le champ d'intervention des professionnels. Vous avez certainement entendu parler un petit peu de ces protocoles de coopération au moment des 2 protocoles nationaux sur l'entorse et la lombalgie, qui ont beaucoup été communiqués sous forme de protocoles d'accès direct. Et un des petits objectifs de cette rapide présentation-là, de ce soir, c'est qu'on arrive à faire un petit peu la distinction entre qu'est-ce qu'un protocole de coopération et qu'est-ce que l'accès direct, et qu'on puisse définir un petit peu l'accès direct au sens où il a été proposé dans la loi de mai 2023 sur l'amélioration de l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé. Donc, tout d'abord, sur les protocoles nationaux, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils concernent donc l'ensemble des professionnels du territoire, donc en France, et le suivi des protocoles est assuré par le CNCI, donc c'est le Comité national des coopérations interprofessionnelles de la DGOS. Il existe donc des indicateurs de suivi, d'activité, de qualité, de sécurité, etc., qui nous permettent un petit peu de savoir si les protocoles se mettent en place correctement et répondent aux objectifs pour lesquels ils ont été initialement définis. Et les lieux dans lesquels ils peuvent être mis en place, c'est des établissements de santé, des structures pluriprofessionnelles, donc maisons de santé et CPTS, en tout cas pour certains des protocoles. Il existe donc 54 protocoles nationaux, donc, dont 6 qui sont appelés en soins non programmés, et c'est dans ces 6 protocoles de soins non programmés qu'on retrouve les protocoles pour l'entorse de cheville et la lombalgie aiguë. Donc je vous ai présenté ici un petit peu tous les professionnels qui peuvent agir en fait dans le cadre des protocoles. Donc on se rend compte que c'est pas spécifiquement défini pour la profession kiné, mais c'est vraiment tous les professionnels de santé. Et peu importe pour l'AMI en fait, mais c'est simplement qu'ils répondent. En général, ils sont construits suite à un appel à manifestation d'intérêt de la DGOS. À la différence des protocoles nationaux, on a les protocoles locaux qui sont mis en place donc à l'initiative des professionnels sur le terrain. Donc c'est vraiment une équipe qui va rédiger un protocole parce qu'elle ressent un besoin de transfert de tâches entre les professionnels d'une équipe. Donc ça peut être dans une équipe de soins primaires, ça peut être dans une maison de santé, un centre de santé, une CPTS, etc. Et je vous ai mis ici un petit peu les étapes qui permettent de rédiger d'abord et puis ensuite un petit peu plus loin faire valider un protocole local. Et donc, tout se passe en fait au niveau de l'ARS. Donc, les protocoles locaux, c'est vraiment des protocoles qui sont mis en place à l'échelle d'une structure pour répondre à un besoin très local qui va être identifié par les professionnels. Pour vous donner un petit peu un aperçu des protocoles douleurs lombaires et traumatisme en torsion de cheville qui existent aujourd'hui, donc depuis mars 2020, ils ont été publiés en 2020, ils peuvent être mis en place donc dans des maisons de santé pluriprofessionnelles ou des centres de santé pour donc une douleur lombaire qui date de moins de 4 semaines ou un traumatisme en torsion de cheville avec un binôme délégant-délégué. Donc il y a beaucoup de questions sur le binôme, est-ce que c'est forcément 2 personnes, est-ce que ça peut être une équipe? On se rend compte en fait en pratique que ça peut tout à fait être une équipe. Il y a une formation interprofessionnelle qui est mise en place. On reviendra, je pense, un petit peu dans les débats sur la question de la formation à l'accès direct. C'était un petit peu évoqué à la fin du film, de voilà quel niveau de compétence en fait des kinésithérapeutes pour recevoir les patients en première intention. Ici, dans le cadre des protocoles, il y a une formation nécessaire parce qu'il y a une délégation de tâches médicales du médecin vers le kiné. Ça veut dire que le kiné va être en mesure de faire des actes qui sont des actes dérogatoires, donc qui ne font pas partie de son scope habituel d'exercice, comme par exemple la prescription d'anti-inflammatoires, d'antalgiques, d'arrêt de travail, d'imagerie dans le cadre de la cheville. Et donc pour ça, la formation interprofessionnelle va être nécessaire.
L'équipe se déclare donc sur une plateforme et ensuite on a une certaine forme de délégation d'actes qui peut se mettre en place entre les médecins et les kinés. Et un groupe d'analyse des pratiques qui permet de vérifier un petit peu à distance comment se déroule le protocole de coopération. Pour vous illustrer un petit peu plus spécifiquement le protocole de coopération sur la douleur lombaire aiguë, qui est celui sur lequel moi j'ai le plus travaillé dans le cadre de mes travaux de thèse. Donc, il permet de prendre en charge des patients de 20 à 55 ans pour une douleur de moins de 4 semaines. Et c'est des patients dont le médecin traitant est délégant. Donc ça, à nouveau, on pourra y revenir un petit peu dans la définition de l'accès direct qui, pour le coup, est un peu différente. Les critères d'exclusion ou de réorientation, ça va être les drapeaux rouges qu'on identifie, le 3e épisode en moins de 12 mois, ou un refus du patient ou un doute de la part du délégué. Et comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des actes dérogatoires qui ne font pas partie du cadre habituel d'exercice du kinésithérapeute. Donc l'accès direct en premier lieu, mais aussi l'élaboration du diagnostic, la prescription de séances de kinésithérapie, la prescription dentalgique, d'AINS et la prescription d'un arrêt de travail. J'ai mis de 0 à 5 jours, évidemment ça n'a pas beaucoup de sens, donc de 1 à 5 jours pour les patients. Ça, c'est pour avoir une petite idée en fait, de quoi on parle quand on parle d'un protocole de coopération. Une petite idée aussi de l'implantation des protocoles de coopération nationaux entre les kinés et les médecins. C'est vrai qu'on a beaucoup entendu, en fait, ces protocoles, ils ont été quand même, à juste titre, hein, beaucoup critiqués quand, quand ils ont été élaborés. Il y a plein de choses qui sont difficiles, en fait, dans ces protocoles. On pourra en reparler un peu plus spécifiquement avec Mathieu ou avec Ludovic qui ont un peu participé ou qui ont été un peu impliqués dans ces protocoles. En fait, aujourd'hui, alors c'est des chiffres qui datent, qui sont pas très très à jour, je m'excuse, qui datent de la fin, enfin de l'été 2023, quoi, au mois de juin à peu près. On avait en France une trentaine de CPTS qui étaient impliqués dans des protocoles nationaux médecins-kinés et une vingtaine de centres de santé ou de maisons de santé. Et ça correspondait à peu près à une centaine de consultations patients qui avaient été réalisées avec des structures qui nous disent qu'elles arrivent à inclure entre 2 et 4 patients par mois en moyenne dans le cadre de ces protocoles. Donc on se rend compte que c'est pas énorme en fait comme nombre de patients et qu'effectivement il y a des choses qui nécessiteraient d'être un petit peu modifiées dans ces protocoles pour nous permettre de les mettre en place à plus grande échelle et pour qu'ils concernent en fait plus de patients, quoi. Ce que je vous ai mis en dessous, c'est les facilitateurs et les freins. Donc en fait, c'est une étude qualitative exploratoire qu'on a menée auprès de kinésithérapeutes et de médecins généralistes pour essayer de se rendre compte un petit peu pour les équipes qui commençaient à mettre en place les protocoles de qu'est-ce qui était facilitant et qu'est-ce qui était freinant finalement pour la mise en œuvre. Donc c'est vraiment une synthèse très très synthétique, hein. Donc tous les résultats ne sont pas exposés. Mais l'idée, c'est que dans les facilitateurs, on retrouvait beaucoup cette notion de collaboration interpro. Donc le fait que les médecins, les kinés se connaissent, en fait, ça facilite le fait de pouvoir transférer des actes entre eux. Les médecins vont être plus confiants à déléguer une consultation médicale avec prescription d'arrêt de travail, dentalgique, etc., à des kinés qu'ils connaissent et dont ils savent la pratique. L'expertise des kinés, effectivement, dans le sens, alors on en parle un petit peu tout au long du film, et c'est ça qui est vraiment très chouette, hein, mais c'est de mettre un petit peu au centre l'expertise du kiné pour réaliser cette consultation déléguée. Et effectivement, dans cette logique-là, on peut dire qu'il y a encore des choses à revoir sur ces protocoles qui restent encore un peu descendants. En fait, on a quand même cette notion un peu de supervision médicale qui est très présente et qui nécessiterait d'être un peu modifiée pour que les protocoles soient plus faciles à implanter et surtout plus acceptés. Voilà, dans les facilitateurs, on avait aussi la notion de répondre à un enjeu de santé publique, c'est-à-dire de faciliter l'accès aux soins pour des patients qui en auraient besoin. Dans les freins, on a cette notion de supervision médicale qui est très présente. Mathieu en parlera mieux que moi dans sa structure, mais c'est vrai qu'il faut quand même qu'on travaille pour mettre en place ces protocoles avec des médecins qui sont d'accord pour co-signer des ordonnances, pour co-signer des arrêts de travail. Et ça, c'est pas tous les médecins généralistes qui sont d'accord pour le faire. Réglementairement, c'est même extrêmement discutable. Et donc, c'est des choses qu'on a fait remonter au CNCI. Hein. Donc, la DGOS sait que, en fait, en pratique, ça dysfonctionne parce que les kinésithérapeutes n'ont pas un numéro de prescripteur autonome pour prescrire des arrêts de travail et pour prescrire des ordonnances en leur propre nom. Donc, c'est des choses qui sont un peu travaillées par le ministère de la Santé, mais en tout cas, pour le moment, on n'a pas tellement d'autres possibilités sur le plan juridique, on va dire, pour faire valoir des arrêts de travail prescrits par les kinés.
Les délais de rendez-vous, dans le sens où il y a beaucoup de kinésithérapeutes, et ça, à mon sens, c'est un gros débat qu'on peut avoir sur l'accès direct aussi, hein, mais qui nous disent que finalement, les créneaux de rendez-vous sont pleins, qu'on a des listes d'attente de 1 mois, de 2 mois, de 3 mois dans certains cabinets, dans certaines zones. Et finalement, comment on fait pour libérer des créneaux de consultation pour ces patients qui doivent être vus rapidement. En tout cas, dans l'idée du protocole, en fait, c'est que les patients, que ce soit pas une perte de chance finalement pour eux, que la consultation soit au moins aussi rapide que celle qu'elle aurait été avec le médecin. Le cadre un petit peu restrictif avec des critères d'inclusion et de réorientation qui sont extrêmement stricts, et c'est pour ça qu'en fait on constate qu'on inclut finalement peu de patients dans ces protocoles, puisqu'on est à entre 2 et 4 patients par mois, et une certaine complexité administrative. Donc ça, c'est un peu propre à la France, et on va pouvoir voir que finalement l'accès direct tel qu'il est pensé est un peu moins complexe à mettre en place, mais en tout cas voilà, les protocoles restent quand même, il y a quand même une charge administrative assez importante associée. Donc voilà pour les protocoles. Je définis un petit peu maintenant l'accès direct. Donc l'idée de l'accès direct, c'est que le patient consulte le kinésithérapeute sans référence médicale préalable. Donc ça, c'est vraiment l'accès direct comme il a été défini par la Confédération mondiale de la physiothérapie en 2019. Et il n'implique pas de délégation de tâches médicales. Donc c'est pas parce qu'on reçoit un patient en accès direct qu'on va faire un diagnostic médical. Le diagnostic médical reste un acte médical qui est fait par le médecin. Et dans le cadre de l'accès direct, on n'a pas cette délégation. On a vraiment uniquement, entre guillemets, hein, c'est pas du tout réducteur, mais le fait que le patient arrive chez le kiné sans consultation médicale préalable. Cet accès direct, il est mis en place historiquement dans beaucoup de pays. Il faut savoir que dans les pays anglo-saxons, ça fait presque 30 ans, voire dans certains pays 40 à 50 ans que l'accès direct est déjà mis en place. Et il a été évalué à l'international par beaucoup d'études. Je vous ai mis ici les 3 dernières revues systématiques sur le sujet qui nous montrent que l'accès direct permet une certaine efficacité en fait, de la prise en charge, une certaine sécurité, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'événements indésirables rapportés par les prises en charge en accès direct, en tout cas par les physiothérapeutes dans les pays dans lesquels ça a été évalué. Et on observe une réduction des coûts, une réduction des délais d'attente pour les patients et un plus haut niveau de satisfaction des patients avec cette prise en charge en accès direct. Vous allez me dire, ça c'est très spécifique à l'international, c'est vrai. En fait, en France, comme on n'avait pas encore réglementairement l'autorisation de mettre en place cet accès direct, on n'a pas encore pu exactement l'évaluer. Nous, l'étude qu'on a menée à Grenoble, c'était vraiment une étude qui évaluait le protocole de coopération avec délégation de tâches médicales, c'est encore un peu différent. Mais voilà en tout cas ce que nous disent les études internationales sur le sujet. Et donc, pour terminer avec le contexte un petit peu français, donc cet accès direct, il a été défini par la loi du 20 mai 2023 qui porte sur l'amélioration de l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé. Je pense que vous en avez toutes et tous un petit peu entendu parler. Je crois même que Axel a pu préparer des flyers et des petites choses qui récapitulent un peu toutes les informations à ce sujet. Voilà un petit peu nous, ce qu'on a pu comprendre aujourd'hui de la mise en place de cet accès direct, et puis c'est vraiment avec vous qu'on a envie d'échanger là-dessus en fait, et de se poser un petit peu des questions sur concrètement comment on va faire pour le mettre en place pour celles et ceux qui sont intéressés pour le faire. Donc les lieux de mise en place, ça peut être les établissements de santé, publics ou privés, les maisons de santé, les centres de santé et les équipes de soins primaires. Donc on garde quand même un petit peu cette notion d'exercice coordonné, même si on remarque que les portes sont un peu plus ouvertes que pour les protocoles de coopération, où on était vraiment au début sur maison de santé et centre de santé uniquement. Les indications, donc c'est tout motif de prise en charge, limité à 8 séances de kinésithérapie dans le cadre de l'absence de diagnostic médical préalable. Donc on peut entendre par là finalement que pour les ALD, les affections de longue durée, c'est une règle qui ne s'applique pas. Et donc, comment on fait en pratique? Eh ben, on prend en charge le patient en accès direct. Donc là, il faut réfléchir un petit peu dans notre structure, dans notre cabinet, dans notre maison de santé ou notre établissement de santé. Comment est-ce qu'on peut s'organiser peut-être avec le secrétariat des médecins ou avec, en termes de communication, en fait, pour que les patients sachent qu'ils peuvent être orientés vers les kinésithérapeutes sans avoir vu nécessairement le médecin avant. Ensuite, on doit envoyer un bilan systématique au médecin. Donc à nouveau, on pourra discuter un petit peu des formes de transmission de ces bilans. Quand on a des logiciels d'information partagée, c'est vrai que ça fonctionne très bien, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a les messageries Mon-Cifra qui fonctionnent bien aussi en Auvergne-Rhône-Alpes en tout cas. Donc on transmet le bilan, on transmet un compte-rendu des soins qui sont réalisés au médecin.
On partage idéalement tout ça dans le dossier médical partagé du patient. Donc c'est vrai que c'est un peu à réfléchir dans des structures de type équipe de soins primaires qui ne sont pas forcément équipées de logiciels d'information partagés. Et pour la facturation, donc on a eu ces dernières informations par un communiqué de l'assurance maladie au mois de septembre. En fait, il s'agirait donc pour le kiné de renseigner son numéro de prescripteur propre, enfin son numéro de prescripteur, pardon, à la place du numéro de prescripteur, mettre son numéro, son identifiant en fait de professionnel de santé dans la case du prescripteur et de ne pas télécharger de pièces justificatives, donc pas de téléchargement d'ordonnance. Alors, je vous dis ça à titre personnel, j'ai pas encore testé. On sait on a un petit peu les informations de la part du Conseil national de l'ordre que certains et certaines kinésithérapeutes ont déjà un petit peu démarré cette procédure pour voir un petit peu ce qu'il en sortait du côté de l'assurance maladie. Pour le moment, pas de rejet. Après, il faut voir à distance comment c'est traité et si tout ça fonctionne bien. Mais en tout cas, c'est les informations qu'on a eues de la part de l'assurance maladie. Voilà pour la petite présentation. Et donc, ce qu'on voulait vous proposer avec Mathieu, avec Ludovic, c'est quelques pistes de réflexion. C'est vraiment des suggestions. En fait, on est ouvert au débat et à la discussion un petit peu là-dessus avec l'ensemble de l'URPS sur le fait de mettre en place ces dispositifs. Si oui, comment, les freins, les leviers à l'accès direct, de quel accompagnement on a besoin, de à quel point on se sent compétent aujourd'hui en tant que kinésithérapeute pour prendre en charge des patients en accès direct. Peut-être que ça dépend aussi des motifs de consultation pour certains et certaines. Voilà, le besoin peut-être de formation des uns des autres. En tout cas, voilà un petit peu ce qu'on vous propose d'aborder en restant tout à fait ouvert à vos questions et aux échanges. Je vous remercie pour votre écoute. Merci pour l'explication qui est très claire et qui fait bien la différence entre l'accès direct et le protocole de coopération sur lequel on va revenir. On va tout d'abord se présenter. Donc, moi, je suis Ludovic Pinder. Je suis kinésithérapeute. Alors, j'ai un passé, j'ai été kinésithérapeute salarié dans l'hôpital public. J'ai été cadre de santé. J'ai été longtemps formateur à l'université. Je continue à être actuellement kinésithérapeute libéral. Je suis directeur de la CPTS Logeredon, qui est une CPTS de taille 4, qui est l'une des plus grosses de la région Rhône-Alpes. Je suis facilitateur pour la FEMASORA, la Fédération des maisons de santé en région Rhône-Alpes, et je suis vice-président de l'association des effecteurs libéraux SALU, qui va gérer en fait toute la régulation post-SALU en direction des CPTS et des maisons de santé, entre autres choses. Moi, je suis Samuel Givert, je suis également kinésithérapeute installé dans l'ouest du Lyonnais et je suis également président de la CPT du Mont du Lyonnais depuis 4 ans. Je suis parti avec des CPT qui ont enseigné déjà quelques années et avec un retour d'expérience et des équipes qui sont déjà bien installées. Mathieu, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Bon, bonjour à tous, moi je suis Mathieu Cambier, kinésithérapeute sur Bourg-en-Bresse. Ici, en tant qu'élu URPS, j'ai participé à l'élaboration des protocoles de coopération à leur création. Ça date de 2017, à peu près, le début de l'écriture de ces protocoles, jusqu'à leur publication. Et j'ai essayé de les mettre en place chez moi. Malheureusement, ça a coincé au moment où on a voulu les mettre en place sur la fin, par rapport à la disponibilité et à la possibilité de signer les arrêts de travail par le médecin généraliste. C'est là-dessus que ça a coincé chez nous. Et puis également pour une question également quand même de complexité, voilà, que c'était quand même assez complexe à mettre en place au niveau de tout ce qui était enregistrement et tout ça. Donc nous, on a lâché l'affaire il y a déjà un petit moment. Je suis quand même ça avec intérêt. Et au niveau des URPS, je suis actuellement, je pilote une commission pour les CPTS et également tout ce qui était exercice coordonné. Donc, c'est pour ça aussi que le sujet m'intéresse. Et puis, j'essaierai de vous dire un petit peu qu'on échange par rapport à l'accès direct tel qu'on l'entend actuellement au niveau de le nouvel avenant et tel qu'il est présenté par nos institutions ou même par les médias actuellement, ou même par les kinés en général. Merci Mathieu. Est-ce que tu pourrais faire peut-être un retour de ton expérience justement sur les protocoles de coopération?
Alors, sur l'écriture ou sur la tentative de mise en place? Sur la tentative de mise en place peut-être qui est plus sur le terrain. Alors oui, c'est vrai qu'on a fait partie des équipes qui avons essayé de les mettre en place au départ, puisqu'on était dans les équipes qui les avaient écrits. Donc, ça aurait été pour nous effectivement un aboutissement qu'on les mette en place chez nous. On avait même avec Amélie essayé effectivement de faire partie des équipes qui allaient être celles qui allaient pouvoir l'aider à faire sa thèse. Euh, alors, il y a eu pas mal de freins, je dirais, purement administratifs par rapport à des difficultés, parce que du coup, on a essuyé un peu les plâtres par rapport à l'enregistrement, par exemple, sur la plateforme, parce qu'au début, bah, voilà, ils nous demandaient pas mal de documents, pas mal de choses, on ne savait pas trop ce qu'ils nous demandaient. Ensuite, les freins qu'on a pu avoir un petit peu, c'est qu'on ne savait pas trop exactement comment était exigé par rapport à la formation du délégant et du délégué. Bon, ça, c'était un peu plus facile pour nous, vu qu'on était dans les équipes précurseurs et qu'on avait de toute façon les protocoles, on les avait du coup vus en long, en large et en travers. On avait un peu plus de facilité pour justifier d'une formation par rapport à cette pratique. Euh, Ensuite, ce qui a coincé vraiment au moment où on était prêt à partir, c'était la problématique par rapport à la rédaction des arrêts de travail et la proposition qui était faite que les arrêts de travail soient signés par le médecin et pas par le kiné ou voilà, exclusivement médecin, ce qui posait un peu problème que le médecin puisse avoir une signature d'un arrêt de travail sans avoir vu le patient. Et au jour d'aujourd'hui, bah, c'est toujours encore un petit peu problématique. Et de mon côté, les médecins n'ont pas souhaité aller plus loin à cause de ça, mais également parce qu'on avait également une problématique de disponibilité pour également après refaire la mise en place de ces protocoles. C'est donc une problématique du coup plus propre à notre équipe, à nous, qui a été un petit peu malmenée par des départs de médecins, par la situation actuelle qui, dans mon secteur, est un peu compliquée pour les médecins généralistes. Bon, c'est un peu paradoxal puisque justement, les protocoles sont là pour justement pouvoir décharger du temps médecin, donc faciliter un petit peu l'accès aux soins. Donc, ça, s'ils étaient en place aujourd'hui, ça nous aiderait. Enfin, ça aiderait surtout le patient, ça aiderait un petit peu le médecin généraliste. Ça compliquerait un petit peu ma tâche à moi en tant que kiné pour effectivement consacrer du temps à ces protocoles et du coup décharger une partie de mon activité de rééducateur sur une activité de délégant. Voilà, je pense que c'est un peu des fois la problématique qu'on a tous. Enfin, moi, c'est surtout des retours que j'ai eus, c'est de dire bah, on a déjà énormément de boulot, comment on peut planifier sur nos plannings déjà surchargés des créneaux de, de soins non programmés. Ouais, et pour l'instant, a priori, on n'est pas du tout dans l'objectif de les remettre en place. Enfin, pour l'instant, voilà, on suit un petit peu ce qui se fait. Moi, je suis un petit peu de loin ce que fait les équipes avec qui travaille Amélie. Mais c'est plus de la curiosité que pour l'instant une volonté de les remettre en place. Notre MSP est pour l'instant trop difficile à gérer pour qu'on puisse les mettre en place de mon côté. Ah, effectivement, vous avez essuyé les plâtres, ça c'est évident. Les premiers de cordée sont toujours les plus mal servis. Ça c'est évident. Est-ce qu'il y a des retours Est-ce que vous avez des retours? Oui. Oui, donc, nous, on a Marc Pelluet, donc président du CDO du Roi, et je travaille avec la MSP du groupe des Animes en Berlioz-Buget, qui a collaboré, qui a travaillé sur ces protocoles aussi. Hein. Et on a discuté en gras, en direct avec le médecin de l'HAS, on est vraiment dans le cœur du direct. Et nous, on a attaqué donc, sur Amberieu en septembre, on aurait démarré plus tôt. On avait 2 cabinets kinés. C'est un pôle de santé multisite, hein, donc il y a un cabinet de médecins et puis un cabinet kiné où sont environ une quinzaine. Et nous sommes 4 kinés, mais 2 à participer à la MSP. Le problème, c'est que nos collègues
du cabinet de groupe, ils ont eu la peine au départ. Tout le monde ne s'était pas vraiment approprié le logiciel de coordination, bien que ça fait un moment qu'on travaille dessus. Mais les gens, il y en a un ou deux très motivés, et puis il y en a d'autres qui rament un peu plus. Donc il a fallu que vraiment ils s'approprient le logiciel comme il faut. Donc ça faisait un peu plus de temps qu'on avait pris l'habitude de travailler avec. Et c'est ce qui a retardé un peu la mise en place. Donc on a attaqué en septembre. Moi j'ai vu un patient, ma collègue un patient. Une patiente d'ailleurs. Le problème principal, c'est les erreurs d'aiguillage par la secrétaire de la MSP qui est censée faire un premier filtre, hein, et puis notamment par rapport à une éventuelle radiculagie. Hein, donc nous, les douleurs qui descendent en dessous du pli fessier, on remporte. Hein. Donc parfois, il nous est arrivé d'avoir des patients, c'est comme ça, la secrétaire nous envoie un SMS avec le numéro de mobile du patient à rappeler. Donc on appelle le patient et on refait un petit interrogatoire rapide, et c'est là qu'on se rend compte. On a un patient j'avais un patient qui m'a dit « Ah ben parfois la douleur descend dans la jambe, ben, parfois ben, on prend pas. » Oui, c'est vraiment le principal cas. C'est souvent des radiculagies qui n'ont pas été identifiées par la secrétaire. J'ai eu encore un cas avant hier. Donc on s'est réparti la tâche entre les deux cabinets, sachant que nous on est deux. Donc nous on fait le lundi, on assure une permanence chacun donc on fait en gros 1 heure, moi 1 demi-heure, ma collègue 1 demi-heure. C'est un créneau qui est réservé pour ces protocoles. Et nos collègues assurent mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Le problème, effectivement, c'est que ça oblige à bloquer un créneau. Alors bon, moi, j'ai la chance d'avoir... J'ai approché 57 ans, j'ai mes filles qui étaient étudiantes, sont toutes autonomes, donc financièrement, bon, ça me dérange pas, j'ai toujours des papiers à faire, hein, ou d'autres choses, hein, pour le CTO notamment. Donc d'avoir 1 heure, enfin 1 demi-heure sans patient, ça ne me pose pas trop de problème. Je comprends pour un qui n'est plus jeune ou qui a des charges financières, 1 demi-heure sans revenu, ça peut être embêtant. On n'a pas prévu pour le moment de mécanisme d'indemnisation de ces créneaux réservés, mais non occupés. Donc ça, c'est vrai que c'est un des écueils de cette prise en charge. Après, le problème aussi, c'est quand il y a eu des mauvais aiguillages, les patients vivent assez mal de contacter donc par nous-mêmes et ensuite d'être rebalancés sur la maison médicale parce qu'ils sortent des critères. J'ai eu un problème sur l'âge, hein, parce que nous c'est 20-55 ans. J'avais un patient qui m'a appelé 58 ans. C'est pareil, j'ai renvoyé sur la maison médicale. Ça, ils le vivent assez mal, les patients, de se faire trimballer un peu comme ça. Hein. Donc, ça fait partie des choses qu'il faudra améliorer, je pense. Alors, c'est plus en interne. Hein. On va revoir ça peut-être à un autre niveau avec les secrétaires de la MSP. En inconvénient, sinon, peut-être, oui, Amélie l'a souligné, hein, il y a des critères très restrictifs, quoi. 20-55 ans, dès qu'il y a un antécédent, cancer, femme enceinte, bien sûr, enfin, mais tout ça, ça fait sortir pas mal de monde des possibilités de prise en charge. Peut-être qu'il faudra qu'on évolue là-dessus, soit sur l'âge, soit sur des critères un peu moins restrictifs, parce que mais pour moi, je vois ça, vraiment, je l'ai pas fait, il y a assez de travail comme tout le monde, je fais pas ça pour du travail en plus, c'est vraiment pour nos futurs, enfin nos jeunes collègues, c'est un pied dans la porte pour moi, et c'est vraiment, je le vois comme ça, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai participé à cette aventure. Je pense que c'est vraiment un pied dans la porte, et après ça permettra peut-être on va y revenir justement. Merci. Je rebondis aussi sur ce qui est dit. Effectivement, c'est une question d'organisation qui est vraiment très importante à mettre en place. La mise en place de ces protocoles dans la pratique au quotidien, même celle de l'accès direct sur laquelle on parlera après, nécessite de s'organiser vraiment différemment. La nécessité de laisser des créneaux horaires disponibles alors qu'on a des délais d'attente qui sont très importants. Et ça, c'est assez difficile à comprendre aussi pour nos patients qui on peut laisser des créneaux horaires disponibles pour les prendre en charge tout de suite.
alors que d'autres vont devoir patienter un certain nombre. Et la nécessité d'avoir effectivement du secrétaire médical derrière pour assurer derrière le triage. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans ces protocoles de coopération, c'est les chiffres qu'Amélie avait pu mettre en avant, le nombre de patients, de consultations qui ont été réalisées depuis le début, alors que ces protocoles nationaux sont quand même déjà effectifs depuis déjà plusieurs années. La difficulté pour les mettre en place, de voir qu'effectivement, il n'y a qu'une centaine de consultations qui ont été réalisées à l'été 2023, ce qui n'est pas énorme. Et ça interpelle surtout dans le cadre de vouloir faire des protocoles dans le cadre des soins non programmés, d'imposer un cadre si restrictif. Si on veut donner les moyens de décharger du temps médical, il faut donner la possibilité aux kinésithérapeutes de pouvoir prendre en charge ces patients et d'avoir un cadre qui soit plus ouvert que ça. Je crois qu'il y a un changement de paradigme qui est profond, qui n'est pas que pour nous. Et donc, du coup, c'est vrai que ces protocoles de coopération, pour l'instant, c'est vraiment sur des maisons de santé, des équipes de soins primaires ou des pôles de santé. En fait, on parle de la même chose, on parle bien d'une équipe pluriprofessionnelle qui sont composées de plusieurs métiers et qui travaillent ensemble. Et ils ne font pas que travailler ensemble, puisqu'effectivement, vous avez parlé du logiciel partagé, donc qui est obligatoire, qui est dans toute maison de santé, il doit y avoir un logiciel de santé, donc un logiciel de coordination, excusez-moi, qui va permettre une véritable coopération et coordination entre professionnels. Et ça, c'est tout à fait nécessaire parce que ça crée de la confiance. Et on a besoin de se connaître. Pour l'instant, on a besoin de se connaître. C'est-à-dire qu'effectivement, on a tous des médecins avec qui on travaille et il y a une véritable confiance entre nous deux. On sait que s'il y a une limite, on va réorienter le patient, il n'y aura pas de problème. Ça a été dit effectivement dans le film aussi. Il y a ce souci d'orientation pour le médecin. Et le médecin a toujours peur de déléguer sa compétence médicale et qu'il soit lui-même engagé dans sa responsabilité après. On est en train de vivre ça au niveau de la kinésithérapie, on la vit au niveau des infirmiers, on la vit au niveau des orthophonistes, on la vit au niveau des IPA. Donc, il y a bien un changement qui est en train de s'opérer actuellement et effectivement, on est les premiers de cordée et c'est pénible parce que ça fonctionne mal, parce qu'effectivement, on met du temps à se faire rembourser. Les IPA, c'est exactement ce qui se passe actuellement. La plupart des IPA en libéral travaillent gratuitement parce que la CEPAM tarde à comprendre qu'effectivement, il a fallu leur créer des numéros d'immatriculation pour la facturation. Donc, mais c'est normal, c'est des choses qui se mettent en place, mais c'est une ouverture dans laquelle il faut effectivement aller. Ça, c'est absolument nécessaire et c'est vrai que la jeune génération va devoir travailler avec ce système-là. Alors, pourquoi je vais dans cette orientation et pourquoi je me suis présenté avec mes différentes casquettes, c'est que je vois bien actuellement dans les soins non programmés, nous ça fait 4 ans qu'on fait du soin non programmé dans notre CPTS, on travaille avec le SAMU de Lyon, le SAMU de Bourg et on travaille avec les urgences de l'hôpital Nord-Ouest. Et donc on fait des redirections et on entend de plus en plus les URPS et les tutelles nous dire bon, ça commence à marcher pour les médecins généralistes, mais après, ça va être les autres. Alors les autres, c'est qui? Ah ben c'est les sages-femmes, d'accord? Ah puis il y a les infirmiers. Ah bon, d'accord? Et puis il y a les kinés. Ah bon, d'accord. Donc en fait, on est bien dans un changement et il faut qu'on soit prêt à aller dans ce changement parce que on a parlé des soins non programmés, on a parlé effectivement des problèmes de créneaux disponibles. On a parlé effectivement que quand un patient ne vient pas à son rendez-vous, effectivement, c'est pour nous. C'est pour ça que dans les soins non programmés actuellement, les médecins généralistes, en tous les cas, pour chaque CPTS, c'est différent. En tous les cas, pour nous, c'est comme ça que ça se passe. C'est qu'on indemnise le professionnel, donc le médecin généraliste, de sa consultation qui n'a pas été honorée. C'est pour ça que moi, personnellement, dans ma fonction de directeur de CPTS, je ne parle pas de soins non programmés pour les kinés parce que on ne va pas jusque-là et parce que on n'en est pas là, tout simplement. Mais il va falloir y aller. Et encore une fois, c'est compliqué. Alors, je rebondis un petit peu là-dessus. C'est assez intéressant d'avoir des points de vue différents, puisqu'on a deux CPTS qui sont voisines avec des problématiques similaires, mais des fonctionnements différents. Tu vois, par exemple, chez nous, pour les soins non programmés, en ce moment, c'est la période de bronchiolite.
On s'est mis d'accord avec mon médecin généraliste pour que chaque consultation médicale pour un mutation qu'il soit suivi par un kinésithérapeute. On s'est arrangé avec l'ensemble de nos kinésithérapeutes pour qu'il laisse un créneau horaire libre. Donc j'étais assez surpris de voir une quinzaine de kinésithérapeutes me donner chacun une heure dans la semaine, qui bloque comme ça de semaine en semaine, une plateforme de prise de rendez-vous qui permet justement de prendre rendez-vous pour ces soins non programmés et de le faire au pied levé et de voir que c'est une notion d'équipe, de confiance entre nous, kinésithérapeutes, qui sommes capables de monter au front et de dire oui, nous on veut y aller là-dessus, on veut s'engager là-dessus, et de montrer au médecin généraliste qu'on peut le faire, que oui, on a des délais qui sont importants parce qu'on est aussi en sous-effectif, mais il y a des priorités et des choses sur lesquelles on veut s'engager. Alors moi, je parlais de soins non programmés départementaux, pas local, pas d'échelon local. Après, c'est vrai que la pensée va être différente en fonction de la taille d'une CPTS. Les CPTS, ça va de 20 000 usagers, c'est pas des CPTS de taille 1, et ça peut aller au-delà de 170 000 habitants, c'est pour des tailles 4. Nous, Beaujolais-Dôme, on est à 230 000 usagers. Donc c'est évident qu'on ne va pas gérer des soins non programmés de la même façon en local, parce que c'est évident que chez nous, sur 150 médecins généralistes, tous ne connaissent pas tous nos 300 kinés. Donc le mode de fonctionnement n'est pas le même. Donc il peut y avoir effectivement des dérogations locales qui vont aller sur des partenariats avec des médecins, etc. Mais il ne faut pas oublier, et là je me recadre, je fais bien la différence entre les CPTS et les maisons de santé, c'est que dans le cadre d'une CPTS, on est quand même sur une problématique de territoire. On n'est pas patient dépendant comme dans une maison de santé. Et ça, cette notion, elle est pour moi très importante parce qu'il y a un amalgame qui est fait et récemment, le gouvernement, il y a de ça 2-3 mois, a réaxé les choses en disant faites attention, une maison de santé, mais pas une CPTS. Et donc, on n'est pas patient dépendant. C'est pour ça que l'accès direct, qui a peut-être du sens et qui a certainement du sens, je reste frileux parce que c'est évident que je ne veux pas engager la CPTS pour l'instant sur l'accès direct, bien que les orthophonistes veulent y aller, j'essaie de les tempérer, mais parce que les choses ne sont pas prêtes, et j'en ai marre d'essuyer les plâtres, je vous avoue, il y a un moment où on se dit on va laisser faire les autres, et puis on va revenir un peu après. Mais en tous les cas, il faut bien différencier ces deux modes de fonctionnement, parce que on ne prend pas les choses de la même façon. Donc l'accès direct pour les CPTS, oui. Les protocoles de coopération, pour moi, c'est l'équipe pluripro. Et là, ça a vraiment son sens, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, il y a vraiment une confiance qui s'installe entre les professionnels de santé. Mathieu, si on pouvait avoir ton retour par rapport à... Je vais vous interrompre un petit instant parce qu'il y a des questions sur les chats. Je vais laisser Axel prendre la parole là-dessus. Est-ce que toutes les pathologies sont en accès direct? Est-ce que les pathologies respiratoires en pédiatrie peuvent être prises en charge directement? Il y a déjà eu quelques réponses par écrit, mais si on pouvait répondre en accès direct pour tout le monde. Mathieu, soit Amélie. Ouais, Mathieu ou Amélie, si l'un de Ouais. Alors moi, j'ai commencé à répondre effectivement. C'est vrai que l'important pour moi, c'est d'arriver à différencier effectivement le travail qui peut se faire dans le cadre de ces protocoles de coopération qui sont vraiment une démarche d'équipe et qui peuvent se mettre en place dans certains territoires, mais surtout par rapport à une patientèle, comme ça vient d'être dit, avec tous les freins que ça a. Et puis l'accès à des soins kinés qui, là, avec l'avenant 7, viennent de prendre une nouvelle tournure. Donc ça, on va en parler également. Mais c'est vrai que c'est quand même tout problématique. Donc là, dans l'avenant 7 nous permet du coup d'avoir 8 séances pour un patient sans prescription médicale. Une des conditions, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait eu de diagnostic médical préalable. Donc la réponse à la question de savoir si toutes les pathologies peuvent être prises en compte, eh ben, je dirais oui, sauf celles qui pourraient être déjà avec un diagnostic. Donc on peut déjà penser à toutes les ALD. C'est-à-dire qu'un patient qui aurait Parkinson, une hémiplégie séquelaire ou n'importe, je dirais, elle a déjà un diagnostic, donc celle-ci ne rentrerait pas dans ce cadre-là. Ça va, je pense, nécessiter quand même un petit peu de prudence au départ sur ce genre de
prise en charge de façon à ne pas risquer non plus d'avoir de se faire taper sur les doigts parce qu'on aurait pris en charge des patients qui auraient pu avoir un premier avis médical, pour ne pas parler de diagnostic, mais un avis, et qu'on aurait quand même pris malgré que le patient soit passé. Je prends un exemple, hein, un patient qui se plaint du dos à un moment, et puis un mois après, il fait un lumbago, et puis il vient nous voir, et puis nous, on le prendrait, je dirais, alors qu'il avait déjà été vu par le médecin qui, lui, n'avait pas jugé nécessaire de faire de la kiné à ce moment-là. Donc, c'est là on peut se poser plein de questions et plein de cas de figure. Mais je pense que après, c'est une question de bon sens, tant qu'on est dans notre code de déontologie et puis dans une certaine précaution. Une des conditions quand même aussi, et ça, c'est pour ça que j'ai toujours un petit peu de mal à parler d'accès direct, c'est qu'une une des nécessités pour pouvoir avoir accès à ces séances, à ces 8 séances, c'est de faire partie d'une équipe de soins. Donc, ça soumet une condition qui, du coup, pour moi, pas un accès direct. Euh, une question que je m'étais posée, moi, c'était de savoir si, du coup, le fait qu'on doit faire partie d'une équipe de soins, si ça n'encadrait que les patients des médecins avec lesquels on est en équipe. Et ça, la réponse a été non. C'est-à-dire qu'en fait, n'importe quel patient, même si le médecin traitant de ce patient n'est pas dans la MSP, peut bénéficier de ces séances, de ces 8 séances et de cet accès. Par contre, je pense que la condition, c'est qu'éventuellement, si on a une difficulté ou un drapeau rouge, c'est qu'on puisse rapidement réorienter le patient. Donc, soit vers un médecin traitant de la maison de santé, soit vers les urgences si ça le nécessite. Donc ça, c'est quand même un point aussi important. Euh, Après, il y avait du coup d'autres questions, mais du coup, j'ai pas eu le temps de les lire. Je sais pas si Amélie, tu veux compléter quelque chose? Oui, je peux prendre un petit peu le relais. Il y avait une question sur les CPTS, sur est-ce que finalement les CPTS sont éligibles ou non à ce dispositif. C'est vrai que dans ma présentation, j'ai peut-être pas été très claire là-dessus. En fait, il y a 6 départements dans lesquels ce sera possible de mettre l'accès direct en place dans les CPTS. Ces 6 départements qui seront définis par décret d'application. Donc, en l'état, aujourd'hui, on ne connaît pas encore ces 6 départements. Donc, pour le moment, pour les CPTS, c'est comme s'il y avait un petit temps d'attente sur 6 départements expérimentaux, en fait, dans lesquels ce sera possible, quoi. Est-ce que c'est déjà mis en place, l'accès direct? On peut le faire demain? Est-ce qu'on dit pas qu'on peut le faire? Non, par exemple, l'accès direct qui a été proposé pour les orthophonistes en CPTS nécessite que ça soit inscrit dans le cadre du projet de santé. Donc, nos orthophonistes sur notre territoire ont fait la demande pour pouvoir prendre des patients d'accès direct. On est obligé de temporiser un petit peu, organiser des rencontres avec les médecins généralistes et l'ensemble des orthophonistes pour harmoniser un peu les discours et l'inscrire dans le projet de santé. Et hors CPTS, c'est-à-dire quelqu'un qui est en MSP, un qui est en MSP, demain peut prendre quelqu'un en accès direct ou pas? Ouais, c'est ça. Inscrit dans le projet de santé, il faut que ça soit une concertation de la structure d'exercice coordonné. Donc de son propre chef, je pense que ça peut se faire, mais il y a quand même un retour qui doit se faire, une approbation de la MSP, donc de l'activation systématiquement. Ça reste une équipe, donc ils sont habitués de travailler ensemble, de se coordonner, et ils vont définir ensemble, savoir quelles vont être les modalités de pouvoir les mettre en place. Et ça ne représente pas pour l'instant grand monde, de toute façon, ce qu'on disait, c'est très peu. C'est très peu, on attend beaucoup de ces expérimentations qui vont se faire sur les départements, puisque ça pourra permettre de pouvoir voir réellement ce que ça pourrait donner pour la suite. Et Demain, quand les pattes, c'est possible. Mais oui, c'est un mec de dispensation publique. Est-ce qu'en EHPAD, l'accès direct est possible? Oui, c'est une belle établissement. À quoi déjà ça? Ils ne sont pas tous à 100%. Je me permets de répondre à cette question sur l'EHPAD, si vous voulez bien, parce qu'il y avait exactement la même question qui avait été posée à Pascal Mathieu et à Monsieur Dumas, quand ils ont fait une petite visio en ligne, là, on pouvait poser un peu des questions, et ils indiquaient qu'en présence d'un médecin coordinateur de la structure, oui, c'était possible qu'il y ait un accès direct en EHPAD, ouais. Et après, je rebondis un petit peu sur ce qui était dit juste à l'instant. Il y a effectivement une
concertation en fait à mettre en place avec les médecins avec lesquels on travaille. Nous, c'est ce qui se discute aujourd'hui au niveau du pôle de santé interprofessionnel de Saint-Martin-d'Air, là, à Grenoble, dans lequel on avait mis en place ce protocole de coopération pour la douleur lombaire. On a inclus une trentaine de patients. On se rend compte que du fait de la limite en fait qui sont dues au protocole, on préfère réfléchir à l'accès direct qui pourra concerner plus de personnes avec avec un cadre un peu moins restrictif, quand bien même ce soit pas du tout la même portée, la même visée. Et l'idée en fait aujourd'hui, c'est de discuter pour quelle pathologie on le fait, comment on le fait, qu'est-ce qu'on transmet systématiquement comme information aux médecins, du moins qu'est-ce que les médecins veulent savoir de nos prises en charge de ces patients-là, et comment on fait pour le système de prise de rendez-vous. Est-ce que les secrétaires médicales nous les envoient, ces patients? Est-ce qu'on communique autour de nos cabinets pour faire savoir que c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire, etc. Donc voilà un peu les questions pratico-pratiques qui commencent à être discutées en fait dans certaines maisons de santé, certains pôles de santé dans lesquels on souhaite aller vers l'accès direct. Est-ce qu'en SMR, en consultation externe, c'est possible? Ah oui, c'est son coordonnée. Il y a la réponse là-dessus. Je ne prononcerai pas, parce que j'ai un doute. Il semblerait que c'est permis, mais j'ai un doute. Après, le cadre tel qu'il a été défini, il y a très peu de kinésithérapeutes, comme on disait, qui ont pu l'expérimenter. On n'a pas encore excusez-moi. Pour le moment, il y a peu de kinésithérapeutes qui ont pu expérimenter ce dispositif. Je pense que tout le monde est en attente de ces retours et d'un cadre qui soit plus défini pour qu'on puisse vraiment se lancer. Mais c'est très difficile pour nous de répondre à l'ensemble des questions derrière. Est-ce que c'est 8 séances par patient par an, par pathologie, par motif de consultation? Ça sous-entend aussi une question. Des questions d'intervention, des remarques dans la salle. D'un point de vue facturation, parce que bon, c'est sympa de tout ça, mais si à un moment donné, on va savoir quand qu'il y a une évaluation de pouvoir valoriser l'enjeu qu'il y a derrière, parce que ça prend beaucoup de temps de triage, de formation, pour le protocole de coopération pour l'accès direct. Pour l'accès direct, c'est 8 séances qui sont facturables sur la nomenclature. Le bilan, je ne sais pas s'il est facturable. Je ne sais pas. Oui, il est a priori. Il y a aussi la priori. Le bilan est facturable, Oui. 8 séances, a priori, sont facturables. Oui, je confirme, ouais. Après, est-ce que c'est remboursable déjà ou pas? C'est déjà fait de franchise. Vous demandez à la sécurité sociale. Oui. Oui, c'est remboursable, c'est applicable depuis le 22 août. Donc c'est remboursable pour l'instant, effectivement, on demande, mais c'est applicable. Et sinon, est-ce qu'on lançait un peu plus pour la limite des 8 séances? C'est 8 séances pour une pathologie par patient, ou est-ce que ça peut se faire? Imaginons un patient qui vient pour une entorse en février et qui revient nous voir en octobre pour le mal de dos. Alors, pour nous, on a les mêmes textes que ce qui a été présenté tout à l'heure, donc c'est 8 facturations par patient sans prescription du médecin. C'est-à-dire que si on veut recommencer, il faudrait. Pour nous, c'est sur une année et après, ça peut nécessiter prescription médicale. C'est l'interprétation qu'on fait des textes aujourd'hui, en tout cas, Et vous n'avez pas de pathologie listée. Pour l'instant, on est bien d'accord, c'est sur toutes les pathologies. C'est ça. Nous, on n'a pas de précision. D'accord. Il y a une commission paritaire nationale là-dessus la semaine dernière. Et les syndicats, là, on peut pas encore être officiellement sortis. Les syndicats sont au courant, mais les infos sont pas. Une autre question en ligne. Une formation sur les drapeaux rouges serait-il un prérequis intéressant pour avoir un accès direct sécurisé? C'est la question. Mettre à jour ses connaissances, je pense que ça reste important. Après, de l'accès direct, comme on en parlait récemment, tout se fait un minimum quand on reçoit certains de nos patients qui va nous demander de regarder sa cheville alors qu'il a une palpation au niveau du dos, ou de voir son fils parce qu'il n'est pas à sa cheville, etc. Donc il y a du bon sens. Mettre à jour ses connaissances et se former sur certaines choses, oui, ça reste important. Amélie?
Je me permets là-dessus de compléter aussi sur l'idée de la formation. C'est vrai qu'au début, ça nous a presque surpris que ces textes soient publiés sans qu'il y ait de nécessité, en fait, de prérequis obligatoires de formation pour les kinésithérapeutes. Et en même temps, en fait, si on regarde aujourd'hui la formation initiale telle qu'elle est faite dans beaucoup d'IFMK, c'est des choses qui sont tout à fait abordées. Et après, c'est du bon sens et de la responsabilité professionnelle de chacun, je pense, de mettre à jour ses connaissances là-dessus, dans la mesure où on souhaite effectivement prendre en charge les patients en accès direct. Il va y avoir pas mal de propositions qui vont être faites en termes de formation. Nous, c'est pas du tout, j'ai aucun lien d'intérêt avec le fait de vous dire ça, mais juste pour que vous le sachiez, au niveau du département kiné de Grenoble, on va proposer un certificat universitaire qui correspond à peu près 60 heures de formation en e-learning qui valide des crédits universitaires, notamment pour l'accès direct. Donc c'est quelque chose qui n'est pas encore tout à fait construit. On n'est pas du tout au bout du projet, mais voilà, il y a différentes propositions de formation qui vont certainement s'aligner pour que chacun puisse se mettre à jour comme il l'entend, quoi. C'est ce que j'allais dire pour compléter, parce que j'entends la critique et les remarques de certains par rapport au fait que ces nouveaux dispositifs restent compliqués à mettre en place. C'était le cas pour les protocoles de coopération. Ils ont été faits au départ pour améliorer l'accès aux soins, mais surtout également pour commencer à proposer à nos institutions et puis à même à la population qu'on puisse s'inscrire dans de l'accès direct. Donc, pour moi, on n'y est pas encore, mais ça avance et ça avance même plus vite que je l'aurais pensé. Je pense qu'après, c'est à la profession de se saisir de ces opportunités, de regarder dans quel cadre elle peut le faire en toute responsabilité pour justement que les choses se fassent correctement. Et en particulier par rapport à l'avenant 7 et donc aux séances disponibles, je pense que la première des choses à faire, c'est de se mettre un petit peu en contact avec les médecins avec qui on travaille pour voir comment ils reçoivent un petit peu ce type de proposition et de voir avec eux dans quel cadre eux se placeraient pour éventuellement nous aider à reprendre un patient qui aurait besoin d'être réorienté ou ce genre de choses. Ça me paraît important parce que c'est vrai que c'est une crainte de la part des médecins, c'est une crainte de la part enfin, de ceux qui peuvent critiquer après les dangers d'un accès direct. Et je pense que pour les gens qui vont se lancer au départ, le plus important, c'est vraiment de le faire avec le plus de coordination possible. Voilà. Après, petit à petit, on verra bien les retours des équipes, et comment les choses se mettent en place. Et s'il y a des soucis qui sont remontés, je pense que c'est des informations qu'on peut, par exemple, au niveau des URPS, un petit peu centraliser et après redonner, ou même au niveau des syndicats également. Est-ce qu'on peut juste repréciser la facturation par rapport au protocole de coopération? Parce qu'on en a parlé de la facturation par rapport aux accès directs. C'est pas du tout la même chose par rapport au protocole de coopération. Juste resituer tout le monde en fait. Les protocoles de coopération, c'est une rémunération qui est, oui, tu me corrigeras, c'est 25 € pour l'équipe soignante. Pour la cheville. En tort, c'est la JU. La deuxième, c'est pas la deuxième consultation. Oui. Mais c'est pour l'équipe soignante, c'est-à-dire que la rémunération ne se fait pas forcément que pour le kinésithérapeute, mais également pour le médecin qui peut être joignable à tout moment. Ou peu importe, ça dépend de ce qui est décidé par l'équipe. C'est ça. Et c'est donné à la CPTS ou à l'USP ou MSP, et c'est eux qui gèrent la rémunération de l'un et de l'autre. Donc c'est pas la sécurité sociale qui va rembourser directement le protocole de coopération. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a un tableau qu'il va pouvoir rendre pour pouvoir justifier des séances qui ont été vues, des patients qui ont été suivis en consultation. Et ça sera versé sur le compte de la structure, de la MSP, de la CPTS, et charge après au trésorier de faire un virement aux professionnels de santé, en tout cas à l'équipe qui a pris en charge le patient. Donc ça demande aussi une gestion et à la fois au secrétariat de triage, du médecin qui est joignable, le kinésithérapeute qui fait la consultation et le trésorier de la structure qui fait le virement auprès d'elle. Et c'est pas systématique, ça se fait tous les 3 à 6 mois derrière. Donc ça ne tombe pas tout de suite dans votre poche comme quand vous faites une télétransmission directement. C'est important de rappeler la différence entre les facturations entre les institutions. Oui. Après, moi, je veux rebondir à une chose qui n'a pas été peut-être abordée sur les protocoles de coopération. Sur les 6 protocoles de coopération qui ont été développés pour les soins non programmés, c'est des binômes d'élégants délégués qui se font aussi bien que le kinésithérapeute, que l'infirmier, le pharmacien sur d'autres pathologies. Alors, je ne sais pas le contexte que toi tu as de ton côté auprès des médecins, des retours que tu peux avoir.
c'est aussi des consultations que pour eux, médecins, qui sont assez faciles à réaliser, qui ne vont pas demander non plus beaucoup de temps, qui ne sont pas très chronophages par rapport à d'autres consultations qui sont très rapides, enfin qui sont plus longues, pardon, et ils peuvent gagner du temps sur ces pathologies simples sur lesquelles il y a un diagnostic facile qui est posé, il n'y a pas nécessairement de reconsultation derrière, et ils ne sont pas tous prêts à lâcher là-dessus cette délégation de compétences. Ce pourquoi aussi il n'y a peut-être pas aussi beaucoup de consultations qui ont été réalisées jusqu'à présent. Donc c'est aussi une notion de travail qui est fait avec le médecin généraliste, de concertation derrière. On prend quelques questions. Alors oui, on a une autre question. Doit-on prévenir son assureur si on fait de l'accès direct? Et si on débat ces différences à spécification en besoin de spécialité vis-à-vis du code de santé publique? A priori, là, si je peux répondre à la question, pour les assurances, à partir du moment où c'est référencé dans les textes législatifs de loi qui régissent la kiné, c'est pris en fait de facto par l'assurance. Par contre, pour les protocoles de coopération, oui, il faut faire une déclaration. Parce que là, on est sur le mode dérogatoire. On est les médecins délégués. Ouais. Mais ça ne majore pas au prix d'ailleurs de l'assurance. C'est ça le souci, c'est la responsabilité. Alors, pour les protocoles de coopération, juste un petit, moi, c'est pas ma CPTS, mais la CPTS Loire-Forêt, Forêt-Est, dans la Loire, eux, ce qui les ont bloqués, ça a été les prescriptions d'arrêt de travail par les médecins ils étaient très frileux par rapport à ça, ils ne veulent pas et c'est pour ça qu'ils sont bloqués par rapport à ça. Ça a été qui coordonne, quelle est la secrétaire par rapport à la CPTS, est-ce qu'on va mettre encore la charge de mission en lui disant c'est qui organise ou pas. Et puis après, ce qu'on mettait au niveau CPTS, c'était les distributions, comment si le trésorier devait en plus gérer, donner à l'un, donner à l'autre. Enfin, les 3 francs, moi, qui m'ont été ramenés par rapport à Forêt-Est, c'est par rapport à un protocole de coopération à mettre en place en CPTS. Ils avaient essayé de le mettre aussi en MSP, MSP c'était un peu pareil, c'était l'arrêt de travail, puisque c'était... On essaye de voir s'il y a encore d'autres questions entre le chat et puis dans la salle, il y a peut-être des interventions de l'ordre sur là-dessus, s'il y a des choses à dire. Si on dépasse les 8 séances, on n'a pas répondu. Si on dépasse les 8 séances, on ne peut pas. Il y a 8 séances en accès direct, après c'est... Est-ce que c'est une responsabilité par rapport au code de la santé publique? Après, il y a un bilan de toute façon qui envoie à la fin des séances. Donc, si on estime qu'il y a besoin de poursuivre les séances, on charge d'envoyer le bilan, le compte rendu des soins et demander une ordonnance au médecin généraliste qui le verra en consultation médicale. Et on poursuivra les soins avec une semaine ou 2 de battement avant de pouvoir reprendre le détail. La question c'est sur la responsabilité si on dépassait les 8 séances. On est hors prescription. Hors prescription, hors champ de compétences. C'est ça. On est plus kiné, quoi. On fait autre chose. C'est ça. Demain, vous prenez en charge un patient sans prescription médicale, il a quelque chose, c'est la même chose. J'ai une question, c'est pourquoi est-ce qu'on ne décorrèle pas l'accès direct avec, avec finalement le besoin d'aller prendre des compétences aux médecins? Est-ce qu'il n'y aurait pas la capacité, on voit plein d'autres professions qui sont en accès direct du fait du nombre de médecins et de disponibilité des kinés. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas cherché à d'abord valider la possibilité d'accès direct chez le kiné et dans un second temps aller chercher peut-être à rentrer dans le cadre et à prendre des compétences comme prescrire un arrêt de travail ou quelque chose comme ça? C'est pas nous qui décidons ça s'est fait... Ça a été pondu comme ça, après on reçoit aussi comme ça. Oui, mais là, du coup, on se retrouve face à la CNAM, face aux médecins, face à... on prend 3 vents contraires de suite, quoi. C'est vraiment des choses différentes et bien distinctes, et c'est pour ça qu'il faut bien faire la distinction entre les deux. C'est pas logique, et j'en suis totalement d'accord, parce qu'avant de parler de l'accès direct, il n'y avait que le protocole de coopération, et on sautait vraiment une étape sur laquelle on se retrouvait prescripteur du jour au lendemain d'INS, d'arrêt de travail, et c'est vraiment un bond en avant très important, mais hyper encadré, hyper restrictif, et derrière, après l'accès direct, autre chose. Pardon, mais prescrire des AINS,
personnellement, ça ne m'intéresse pas spécialement. Ouais. Moi, ce que je fais, c'est pouvoir faire, par exemple, de l'accès direct, mais en faisant de l'éducation à la santé. En fait, les personnes, ce dont elles ont besoin, on entend avec la maman, par exemple, des enfants, c'est des conseils, de qu'est-ce que je peux faire, est-ce que ce que je lis sur Internet, c'est pas du bullshit, et voilà. Et en fait, on est dans un monde d'hyper-information qui mène à la désinformation, et au final, on se retrouve avec nous, on a sincèrement, si on s'est formé tôt, on a une connaissance à partager avec le public qui est colossale, et on n'a pas les moyens de le faire. Et ça, c'est une frustration colossale. Je le comprends tout à fait. Pour moi, les protocoles de coopération tels qu'ils sont là, ils n'ont pas vraiment d'avenir à proprement parler. Alors, en tout cas, je m'excuse là-dessus, il faut quand même le faire, mais le vrai enjeu, c'est l'accès direct. Parce qu'il y a vraiment tellement de compétences, enfin tellement de choses qu'on peut faire, qu'on pourra faire avec, et on attend énormément de ces expérimentations qui pourront se faire sur le département. Ça serait une chance. On s'est positionné sur le département du Rhône aussi pour pouvoir en faire partie. On a la chance d'avoir un département avec la métropole de Lyon et les campagnes sur le même département, sur lesquels on pourrait être un bon territoire d'expérimentation. En tout cas, tous les élus se touchent pour ça. Mais il y a des vrais enjeux là-dessus sur l'accès direct, et encore une fois, pour moi, les CPTS et MSP peuvent établir des protocoles de coopération différents de ceux qui est proposé là, sans forcément parler de délégation de compétences et de tâches, mais des liens beaucoup plus renforcés sur lesquels on est en binôme et sur des vraies prises en charge pour bien les patients. Oui, je pense qu'il y a un levier sur lequel nous pouvons tous agir, c'est la pédagogie. Et auprès de nos prescripteurs, tous azimuts, tous les prescripteurs qu'on a dans nos cabinets, il faut rassurer les médecins. Il faut discuter souvent avec les médecins. Le principal fait, c'est la peur du médecin. Les médecins ont peur de perdre des consultations dites facilement rémunératrices pour un minimum de temps. Ils ont peur de se retrouver avec des cas compliqués, et ça leur fait peur, ça fait. Ils ont peur de prendre des responsabilités pour d'autres professionnels et pour nous, d'assumer des responsabilités pour nous. Et une fois qu'on a fait ça, après se rapprocher de son prescripteur principal, le gars avec lequel la personne, le médecin, la femme avec laquelle on travaille le plus, et puis discuter de tout ça. Avant de rentrer dans des grosses machines, il y a les équipes de soins primaires, et on peut très bien créer à deux, avec son prescripteur, son pote médecin, et se mettre d'accord avec lui sur les protocoles et pathologies qu'on va mettre en place, et puis débuter petit, pas à peine de rentrer dans des grosses machines qui vont être perte de temps phénoménale. Voilà, donc je pense que la base elle est là et qu'on peut tous démarrer dans les cabinets, et il faut partir comme ça, petit, et rassurer les médecins. Ils ont besoin d'être rassurés énormément. Je voudrais juste compléter ce que monsieur disait. Je crois qu'il y a attention aux amalgames. Il ne faut pas confondre les protocoles de coopération et l'accès direct. Et j'ai l'impression que dans votre question, la prescription des AINES, ça n'a rien à voir avec l'accès direct. On n'est pas sur une délégation de tâches non plus. L'accès direct, c'est, j'aime bien ce mot, le pied dans la porte, c'est-à-dire qu'on reste dans nos compétences, on fait des bilans, on fait des diagnostics de notre compétence. On n'est pas là pour lutter, prendre la place des médecins. Voilà, ça a été décidé comme ça a été élaboré comme ça. Le Conseil de l'ordre a travaillé pour cela. Il n'était pas en question, par rapport à votre question, de remplacer un médecin. Donc, quand on parle d'accès direct, on est dans nos compétences et on valorise nos compétences par le bilan, par notre diagnostic. Il n'y a pas de délégation de tâches. Je voulais juste préciser ça. Une dernière question. J'ai une petite question sur lorsqu'on est kiné soignant en suivant déjà un patient, on a déjà fait un premier bilan, on lui a peut-être déjà fait un deuxième bilan, on le connaît depuis plusieurs semaines quand c'est des ALD ou lorsqu'il y a un suivi longitudinal. Je trouve ça dommage qu'on n'en parle pas du tout parce qu'en fait c'est quand même là où on a des datas sur nos patients, où on peut avoir un tracking, on peut voir qu'il y a une perte de poids, on peut voir qu'il y a des alertes qu'on puisse faire remonter au médecin quand on est déjà kiné soignant. Et on n'en parle nulle part de cette notion-là où pour le coup on a déjà eu des échanges avec le médecin, attention lui commence à avoir une dégradation de son état de santé et là je viens de remarquer une chute. Je pense que ce serait pertinent de lui faire peut-être un bandage ou un strap ou des choses comme ça parce qu'il y a quelqu'un en santé, avec des problèmes de santé à la maison. Et je trouve ça dommage que la notion de kiné soignant ne soit pas plus révélatrice parce que théoriquement on a l'interdiction d'aller toucher une épaule, d'aller toucher un coude où il y a une entorse fraîche.
parce que c'est surveillant la nuit, parce qu'on n'est pas en accès direct sur une épaule, on n'est pas en accès direct sur un coude. Et donc, par moment, je trouve un tout petit peu dommage qu'on soit peut-être éloigné de notre pratique technique, enfin de technicien. Et pour le coup, ça, c'était plus le côté ingénieur, où là, on demande quand même le lien avec le médecin. Mais c'est un peu dommage de s'interdire de toucher une épaule, alors qu'à la base, c'est juste lui mettre une petite attelle. Après, dans l'accès direct, il n'y a rien qui interdit. Il empêche. Il empêche. C'est des protocoles de coopération. Ouais, mais l'accès direct, c'est hors MSP. Oui, c'est ça. Oui. On est hors MSP. Le gros souci pour le moment, c'est qu'il y a 5% de kinés qui sont concernés par l'accès direct. Voilà, on va conclure. S'il n'y a pas d'autres questions, on va conclure sur ce débat. Un petit mot de conclusion à chacun des intervenants. De toute façon, je crois que comme je vous l'ai dit, moi je crois qu'il faut y aller. Effectivement, les protocoles de coopération, c'est quelque chose qui est complexe à mettre en route, mais qui est quand même utile parce qu'effectivement, on va au plus près, on va parler avec ceux qu'on connaît, et je crois que c'est comme ça qu'on arrivera aussi à faire prendre confiance en disant on connaît nos capacités, on sait faire. Et on sait s'arrêter s'il le faut. Et je crois que ça c'est important et ça peut passer effectivement par les protocoles. L'accès direct, on y viendra de toute façon, mais dites-vous bien que l'accès direct, c'est ce que j'ai essayé de vous traduire ce soir, c'est qu'on n'est pas tout seul, c'est un changement de paradigme complet et qu'il faut du temps pour que les médecins puissent digérer ça et eux aussi comprendre ce nouveau fonctionnement. Parce qu'il faut qu'on travaille en confiance de tous, quoi. Donc je crois que ça prendra du temps. C'est très bien dit. Je suis d'accord avec toi sur beaucoup de choses. C'est l'avenir, ça prendra du temps, on construit ensemble. Et ça va être important d'avoir les retours de tout le monde pour pouvoir le construire correctement jour après jour. Amélie? C'est pour le petit mot de la fin, c'est ça? Pardon. Ouais, c'est ça. Je n'ai pas très entendu le début. Le petit mot de la fin. Nous, on va mettre en place quelque chose, je voulais juste vous en parler au niveau du laboratoire de recherche dans lequel je travaille, qui s'appelle l'OPSIC, donc c'est l'Observatoire des parcours de soins innovants en kinésithérapie. Et on est vraiment dans l'idée de décrire un petit peu ce qui va se mettre en place en termes de déploiement en fait, de l'accès direct d'un point de vue très descriptif. Et donc, voilà, s'il y en a parmi vous qui sont intéressés par ces modèles et qui pensent les mettre en place dans leur structure, si vous souhaitez participer à cet observatoire, ça nous aidera sur la région Auvergne-Rhône-Alpes à pouvoir collecter un petit peu de données, avoir des chiffres, savoir un petit peu comment ça se passe, est-ce qu'on a, enfin voilà, comment s'y prennent en fait les gens, combien de consultations ça concerne, combien de professionnels sont impliqués, quels sont les types de structures, c'est vraiment juste du descriptif pour l'instant, mais ça nous aidera d'un point de vue scientifique en fait un petit peu à appuyer le déploiement de l'accès direct, en tout cas en région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter si vous le souhaitez. Merci Amélie, ouais, c'est une belle perspective. Mathieu, si tu as un mot de la fin, si tu as encore... Oui, alors... Oui, moi je vais peut-être j'essaie de pas trop redire ce qui a été dit, mais pour conclure, je dirais que l'important pour moi, c'est que maintenant on a plusieurs outils à notre disposition pour proposer quelque chose qui nous préoccupe tous, c'est-à-dire l'accès des soins aux patients. Je pense que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la problématique est différente en fonction des territoires sur lesquels on se trouve. Et du coup, c'est sûr que ce qui peut être mis en place quelque part peut ne pas marcher ailleurs. Et que là, on commence à multiplier un petit peu les possibilités. Et c'est ce qui permet après à des équipes de se reconnaître dans certaines pratiques et pas d'autres. Et puis après, ça peut être une question de territoire, de patientèle. Mais c'est ça qui est bien, c'est que ça avance. Les questions le montrent hein, dans le chat. Effectivement, il y a plein de questions qui partent, des interrogations et quelques inquiétudes, ce qui est légitime. Mais voilà, on est au début. Il faut que les choses se mettent en place avec sérénité pour que tout le monde s'y retrouve, aussi bien les kinés que les autres professionnels de santé. Et au final, dans l'intérêt des patients qui ont actuellement malheureusement du mal à accéder aux soins. Donc après, à nous de voir comment on s'inscrit là-dedans. Et je dirais, si on peut le faire avec du qualitatif, c'est super. Et c'est aussi ça qui va, à mon avis, être avancé maintenant avec cet élan. C'est-à-dire que ça va forcément générer des contenus au niveau formation.
aussi bien au niveau des IFMK qu'après en formation continue. Donc, ça, tant mieux, parce que ça va, à mon avis, arriver de plus en plus. Et puis après, il faut le temps que ça se mette en place, que des expériences se fassent, que voilà. Et je pense que la volonté de nos institutions, quelle qu'elle soit, c'est qu'on se mette tous en coordination pour qu'on puisse travailler ensemble et qu'on travaille le moins possible chacun de notre côté. Donc, c'est pour ça, dans les questions, il y avait effectivement certains qui disaient que les ostéopathes pouvaient déjà avoir de l'accès direct. Donc, les kiné-ostéopathes en font partie. Oui, c'est sûr, mais est-ce que notre but, c'est qu'on travaille chacun dans notre coin et qu'on ne regarde pas ce que font les autres? Je ne pense pas. Je pense que le but, c'est qu'on travaille ensemble et que le patient ait après le plus de choix possible pour justement se soigner correctement. Merci. Donc, je vais juste conclure rapidement ce débat et puis après, je vous invite à partager, continuer le débat autour d'un verre et éventuellement poser des questions aux réalisateurs, monteurs, créateurs du film que vous avez vu avant pour ceux qui étaient en présentiel. Ça permettra aussi d'échanger sur autre chose éventuellement que l'accès direct. Je remercie les intervenants qui ont été de qualité. Je remercie ceux qui sont dans la salle aussi. J'ai quelques petits mots. Alors effectivement, j'ai relevé beaucoup de freins, beaucoup de questionnements, beaucoup d'interrogations, beaucoup de problèmes d'organisation. Ça, c'était un des gros points et c'est clair que c'est important. Après, moi, je voudrais mettre en lumière la compétence de la kinéthérapie et la compétence que j'ai en la profession, la confiance aussi que j'ai en la profession et au travail interprofessionnel qui se met en place à travers les CPTS, les MSP et à travers les différents échanges qu'on a avec les instances. Et je dirais qu'il y a quand même un vrai intérêt pour la profession de s'emparer de cet accès direct. Et j'ai envie de vous dire, soyez opportunistes, soyez inventifs, soyez précurseurs et allons-y ensemble, en confiance, et je pense qu'on va vraiment avancer sur ces sujets de manière intéressante. Je vous remercie de votre participation, autant en vidéo qu'en présentiel. Et encore une fois, merci aux intervenants de leur qualité de l'intervention. Merci Amélie, merci Mathieu en visio. Merci à vous. Merci. Vous pouvez faire